Vous avez tout fait correctement, ou du moins tout ce qu'on vous a dit qu'il fallait faire. Vous avez construit une carrière, ou vous êtes en train de la construire. Vous assumez vos responsabilités. Vous respectez les délais. Vous répondez aux messages. Vous produisez des résultats. Peut-être que quelqu'un partage votre vie. Peut-être que votre routine est stable. Peut-être que vos objectifs sont clairs. Extérieurement, votre vie fonctionne. Et pourtant, quelque chose ne s'emboîte pas. Ce n'est pas une crise. Ce n'est pas un effondrement. Ce n'est pas quelque chose que vous pourriez facilement expliquer à quelqu'un. C'est plus subtil que cela, comme un bourdonnement bas et constant, un léger désalignement, la sensation que vous vivez, mais légèrement à côté de vous-même, comme si la personne qui accomplit les tâches, c'était vous, mais pas entièrement vous. Vous avez déjà essayé de résoudre cela par la logique. Vous vous êtes dit que vous étiez ingrat, que d'autres ont de vrais problèmes, que c'est simplement la maturité, que la vie adulte est ainsi. Et pendant un temps, cette explication fonctionne, jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus, jusqu'à ce que le bourdonnement s'intensifie, ou que vous réalisiez que vous êtes engourdi depuis des mois, sans l'avoir remarqué. Voici le point que presque personne ne mentionne. Le problème n'est peut-être pas ce qui manque à l'extérieur, il est peut-être dans ce qui a été réduit au silence à l'intérieur. Carl Jung a passé des décennies à étudier précisément cela. Il ne s'intéressait pas seulement aux traumatismes ou aux pathologies évidentes. Il voulait comprendre pourquoi des personnes apparemment accomplies se sentaient vides, pourquoi des vies structurées semblaient creuses, pourquoi des décisions logiques produisaient une insatisfaction inexplicable. Ce qu'il a découvert était dérangeant. La conscience, ce que vous appelez « moi », n'est pas le centre de la psyché. Elle n'est que la surface. Nécessaire, fonctionnelle, mais limitée. La majeure partie de ce qui vous meut ne se trouve pas dans ce que vous pensez de vous-même. Elle réside dans une couche plus profonde, une couche que l'on ne vous a presque jamais appris à écouter. Jung a nommé cette couche l'inconscient, et il a été parfaitement clair sur un point troublant. Si vous n'écoutez pas l'inconscient, il ne disparaît pas, il continue d'agir, il façonne vos choix, il influence vos relations, il répète des schémas, il génère des symptômes, et il fait tout cela sans demander votre permission. Vous croyez vous connaître parce que vous connaissez vos pensées, mais vos pensées ne sont pas la totalité de ce que vous êtes. Elles ne sont que la partie éclairée. En dessous existe un territoire immense. Vos véritables motivations, vos blessures fondatrices, vos désirs inavoués, vos parts rejetées, vos potentiels non vécus. Et lorsque cette couche est ignorée, quelque chose d'étrange se produit. La vie commence à sembler confuse. Pas chaotique, confuse. Vous prenez des décisions qui ont du sens sur le papier, mais qui ne vous donnent aucune énergie. Vous entrez dans des relations qui paraissent adéquates, mais qui manquent de profondeur. Vous poursuivez des objectifs qui impressionnent les autres, mais vous épuisent. Et vous appelez cela responsabilité. Vous appelez cela stabilité. Vous appelez cela maturité. Jung appellerait cela une dissociation. Pas une dissociation dramatique, mais une séparation silencieuse entre l'ego, l'identité consciente, et le soi, le centre le plus profond de la psyché. Lorsque vous n'écoutez pas l'inconscient, la vie ne cesse pas. Elle cesse simplement d'avoir du sens. Et c'est ici que commence la véritable question de cette vidéo. Et si ce sentiment de vide n'était pas un échec? Et s'il était un signal? Et si ce bourdonnement que vous essayez d'ignorer était en réalité une tentative de communication? Car l'inconscient n'envoie pas de message clair, il n'écrit pas d'email, il ne formule pas d'arguments logiques, il ne présente pas de plan détaillé, il parle une autre langue, et cette langue est précisément celle que la plupart des gens n'ont jamais appris à entendre. Il existe une ironie difficile à accepter. Plus vous êtes intelligent, plus vous devenez habile à vous expliquer vous-même. Vous construisez des récits sophistiqués sur vos choix.
Vous justifiez vos décisions. Vous rationalisez vos comportements. Vous organisez votre biographie comme s'il s'agissait d'un argument cohérent. Et vous paraissez convaincant. Convaincant pour les autres. Convaincant pour vous-même. Mais voici le point que Jung considérait comme central. Ce que vous appelez connaissance de soi n'est souvent que la connaissance de votre ego. Autrement dit, vous connaissez la version consciente de votre histoire, mais vous ne connaissez pas les forces qui l'ont écrite. Dans son livre « Le moi et l'inconscient », Jung avertissait que la grande confusion de la modernité est précisément celle-ci. Croire que savoir ce que vous pensez revient à savoir qui vous êtes. Ce n'est pas le cas, car la décision est souvent prise avant même que la pensée n'apparaisse. Le schéma était déjà en mouvement avant que l'explication n'émerge. L'ego arrive fréquemment en retard, puis s'attribue le mérite. Vous croyez avoir choisi cette profession parce qu'elle était rationnelle. Mais peut-être a-t-elle été choisie parce qu'elle était sécurisante. Vous croyez être entré dans cette relation par affinité, mais peut-être avez-vous été attiré par une blessure familiale jamais examinée. Vous croyez avoir perdu cette opportunité à cause de circonstances extérieures. Mais peut-être qu'une part de vous a saboté l'avancée, parce que le succès menaçait une identité construite autour du manque. Rien de cela n'est une insulte, c'est un point de départ. Car vous ne pouvez pas transformer ce que vous refusez de voir. Et ce que la plupart des gens refusent de voir n'est pas un secret obscur enfoui dans les profondeurs. C'est quelque chose de plus simple et de plus déstabilisant. C'est l'ampleur de ce qu'ils ignorent d'eux-mêmes. La conscience est comme une petite pièce éclairée dans une maison immense. Vous avez organisé cette pièce. Vous l'avez décorée. Vous avez installé des étagères. Vous savez exactement où se trouve chaque objet, mais vous n'avez jamais ouvert les autres portes. Et pourtant, toute la maison influence votre vie. L'inconscient n'est pas un chaos primitif. Ce n'est pas une cave animale. Ce n'est pas une irrationalité incontrôlée. Il est structuré. Il contient des schémas. Il conserve des souvenirs, mais aussi des potentiels. Il ne garde pas seulement ce qui a été refoulé. Il conserve aussi ce qui n'a pas encore été vécu. Et il se manifeste constamment, pas sous forme de phrases claires, mais sous forme de répétition. Vous jurez que cette fois sera différente, et vous retombez dans le même type de relation. Vous promettez de ne plus réagir de cette manière, et vous réagissez. Vous décidez de changer, et vous revenez au même schéma. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est une structure inconsciente non intégrée. Jung a formulé une idée profondément troublante. Ce que vous ne rendez pas conscient apparaîtra dans votre vie sous forme de destin. Relisez cela intérieurement. Si vous ne reconnaissez pas un schéma en vous, il organisera des circonstances autour de vous. Et vous appellerez cela malchance. Vous appellerez cela coïncidence. Vous direz « c'est toujours comme ça avec moi ». Mais la répétition n'est jamais aléatoire. Elle est langage. Et nous commençons ici à nous rapprocher du point central. Si l'inconscient organise tant de choses dans votre vie, comment parle-t-il? Car il parle. En permanence. Simplement, vous avez été entraîné à appeler cette langue du bruit. Il parle dans les rêves que vous oubliez au réveil, dans la tension qui apparaît avant certaines conversations, dans l'épuisement qui ne vient pas de l'effort, mais de la performance. Il parle lorsque vous passez toute une journée à être la version fonctionnelle de vous-même, et que le soir, une fatigue non physique s'installe. Il parle lorsque quelque chose semble juste sur le papier, mais faux dans le corps. Et le corps, contrairement à l'ego, ne sait pas mentir. L'anxiété qu'aucune logique ne parvient à résoudre n'est peut-être pas un trouble. Elle peut être un désalignement. Le burn-out n'est peut-être pas un excès de travail. Il peut être un excès du mauvais travail. L'inconscient ne cherche pas à vous détruire. Il cherche à vous empêcher de construire la mauvaise vie. Mais il commence en chuchotant. Et si vous l'ignorez, il augmente le volume. L'inconscient n'argumente pas. Il signale.
Il ne négocie pas avec vous en termes logiques. Il organise des schémas. Et lorsque vous n'écoutez pas les signaux subtils, il intensifie la communication. Son langage n'est pas verbal, il est symbolique, il est imagé, il est corporel, il est répétitif. Commençons par les rêves. Jung ne voyait pas les rêves comme des prophéties mystiques. Il les considérait comme des communications honnêtes. Pendant la journée, l'ego est trop occupé à maintenir une identité. Vous jouez des rôles. Vous maintenez une cohérence sociale. Vous contrôlez vos impulsions. Mais pendant le sommeil, cette défense se relâche. Et ce qui émerge ne sont pas des pensées organisées. Ce sont des images, des scènes, des figures, des situations chargées de sens. L'étranger qui vous poursuit dans un rêve n'est peut-être pas un étranger. La maison avec une pièce verrouillée n'est peut-être pas simplement une maison. La version de vous accomplissant quelque chose d'impensable n'est peut-être pas une erreur. Ce sont des symboles. Ils ne doivent pas être interprétés littéralement, mais ils ne doivent pas non plus être rejetés comme aléatoires. Jung proposait quelque chose de simple et profondément exigeant. Au lieu de demander « qu'est-ce que cela signifie dans le monde ?», demandez « quelle part de moi cela représente-t-il ?» Un rêve récurrent n'est pas un dysfonctionnement du cerveau. C'est le même message qui est renvoyé, parce qu'il n'a pas encore été reçu. Mais les rêves ne sont qu'un canal. Il existe aussi ce que Jung appelait la synchronicité. Ces moments où un événement extérieur semble coïncider de manière significative avec un état intérieur. Vous réfléchissez intensément à une question et vous tombez exactement sur la réponse dans un livre ouvert au hasard. Vous portez un doute silencieux et une conversation inattendue l'aborde directement. Le réflexe habituel est de rejeter cela comme une simple coïncidence. Mais Jung proposait une autre posture, non pas la superstition, mais l'attention. La synchronicité n'est pas de la magie. C'est un moment où la frontière entre le monde intérieur et le monde extérieur semble devenir plus perméable. Ignorer automatiquement ces moments peut être simplement un autre signe de votre refus de considérer l'inconscient comme une source légitime d'information. Puis viennent les symptômes. La tension dans les épaules qui apparaît toujours avant une certaine réunion. Le mal de tête qui précède certains échanges. L'épuisement qui survient non pas après un effort physique intense, mais après une journée entière passée à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Le corps est l'un des porte-voix les plus honnêtes de la psyché. Lorsque l'esprit conscient refuse de traiter quelque chose, l'inconscient redirige souvent le message vers le corps. Et le corps n'a aucun intérêt à protéger votre image sociale. Il réagit simplement. Le symptôme n'est peut-être pas purement mécanique. Il peut être contradictoire. Une vie qui avance dans une direction, tandis qu'une couche plus profonde résiste. Mais peut-être que le canal le plus inconfortable de tous est la projection. Ce que vous détestez intensément chez quelqu'un peut être quelque chose que vous portez en vous et que vous refusez d'assumer. Ce que vous idéalisez presque obsessionnellement chez quelqu'un peut être quelque chose que vous ne vous êtes jamais autorisé à vivre. La charge émotionnelle est la carte. Lorsque votre réaction est disproportionnée, cette disproportion est une information. Le trait que vous condamnez avec violence peut être une part de vous refoulée. Le trait que vous admirez avec fascination peut être un potentiel nié. La projection est l'inconscient externalisant un contenu non reconnu. Il place à l'extérieur ce que vous ne voulez pas reconnaître à l'intérieur, jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'intégrer. Rien de tout cela n'exige des heures quotidiennes de rituel. Cela exige quelque chose de plus difficile. Prendre votre vie intérieure au sérieux. Cessez de traiter vos rêves comme du bruit, vos intuitions comme une faiblesse, vos symptômes comme de simples défauts mécaniques, vos impulsions comme des embarras à réprimer. Et c'est ici qu'un basculement plus large commence, car cette incapacité à écouter l'inconscient n'est pas seulement personnelle, elle est culturelle. On vous a entraîné, dès le plus jeune âge,
à faire confiance uniquement à ce qui peut être mesuré, validé, vérifié extérieurement. Tout ce qui ne correspond pas à ce modèle a été étiqueté comme exagération, superstition, irrationalité. Vous avez appris à vous excuser de ressentir. Vous avez appris à appeler votre intuition juste un sentiment. Ce mot, juste, cause des dégâts immenses. Et lorsque les individus perdent le contact avec leur profondeur, quelque chose se produit. Ils deviennent extrêmement vulnérables à toute structure extérieure qui offre de la certitude. Les idéologies, les marques, les mouvements, les identités prêtes à l'emploi, car le vide intérieur ne tolère pas de rester vide. Si vous ne le remplissez pas de l'intérieur, quelque chose d'extérieur le fera, et pas toujours dans votre intérêt. Voilà le contexte invisible. Ce n'est pas une faiblesse individuelle. C'est la conséquence d'un modèle qui a privilégié l'efficacité externe et négligé la cohérence interne. Mais reconnaître cela ne supprime pas votre responsabilité. Cela l'augmente. Car maintenant, la question cesse d'être seulement « Que dois-je faire ?» et devient « Qui suis-je sous tout ce que l'on m'a appris à être ?» Et cette question est précisément celle à laquelle l'inconscient tente de répondre depuis le début. Ignorer l'inconscient n'est pas neutre. Cela a un coût, et ce coût n'est pas abstrait ni philosophique. Il s'accumule dans la texture concrète de votre vie. Au début, l'inconscient chuchote, un léger malaise, un doute qui apparaît la nuit, un rêve récurrent, une sensation vague que quelque chose n'est pas entièrement juste. Vous ignorez. Alors il parle un peu plus fort. L'anxiété commence à apparaître sans cause apparente. Le schéma relationnel se répète avec une précision troublante. L'épuisement ne disparaît plus avec le repos. Vous rationalisez. Mais l'inconscient n'a pas été conçu pour être réduit au silence indéfiniment. Il augmente le volume. L'anxiété autrefois gérable commence à vous réveiller à 3 heures du matin. Le travail autrefois tolérable devient insupportable. La relation qui semblait fonctionnelle révèle des fissures profondes. Ce n'est pas une punition. L'inconscient ne se venge pas. Il corrige. Si les signaux subtils n'ont pas suffi, la psyché intensifie le message. Jung a observé cela à maintes reprises. Des personnes qui avaient construit des vies apparemment parfaites et qui, à 40 ou 50 ans, ont commencé à les démanteler d'une manière qu'elles ne comprenaient pas elles-mêmes. De l'extérieur, cela ressemblait à de l'autosabotage. De l'intérieur, c'était une réorganisation tardive. L'homme qui atteint le succès qu'il a toujours poursuivi et découvre qu'il ne lui appartient pas. La personne qui sabote son ascension précisément au moment où la reconnaissance approche. Non par incompétence, mais parce qu'une couche plus profonde sait que cette victoire n'est pas alignée. La dépression sans cause apparente n'est souvent pas une tristesse à propos de quelque chose. C'est l'absence de connexion à quelque chose. L'anxiété qu'aucune logique ne résout peut être l'ego percevant qu'il est éloigné du soi, sans savoir comment nommer cet écart. Le burn-out n'est pas toujours un excès d'effort. Il est fréquemment un excès du mauvais effort. Vous pouvez supporter la souffrance. Ce qui est plus difficile à supporter, c'est vivre comme un étranger dans votre propre vie. Exécuter un rôle approuvé. Habiter une identité fonctionnelle. Pendant que la version réelle de vous-même reste derrière un mur que vous avez construit et oublié avoir construit. C'est le prix le plus élevé. Ce n'est pas la douleur, c'est l'étrangeté. C'est la sensation persistante que votre vie est techniquement la vôtre, mais existentiellement distante. Jung a appelé le processus de reconnexion à cette profondeur l'individuation. Et il est important de comprendre ce que cela n'est pas. Ce n'est pas l'auto-amélioration, ce n'est pas l'optimisation. Ce n'est pas devenir une version plus efficace de la persona que vous avez déjà construite. L'individuation est quelque chose de plus radical. C'est intégrer tout. Les parts que le monde a récompensées et les parts que vous avez enterrées parce que le monde n'avait pas de place pour elles.
votre agressivité non reconnue, votre sensibilité réprimée, votre ambition niée, votre peur évitée, votre créativité non vécue, votre douleur non élaborée. L'individuation ne se produit pas d'un seul coup. Ce n'est pas un événement, c'est une direction, une réorientation fondamentale. Au lieu de chercher des réponses uniquement à l'extérieur, vous commencez à écouter à l'intérieur. Vous écrivez le rêve qui insiste pour revenir. Vous observez le schéma avant qu'il ne se répète encore une fois. Vous demandez aux symptômes ce qu'il essaie de protéger. Vous questionnez la réaction disproportionnée avant de la justifier. Et quelque chose change. Pas instantanément, pas sans inconfort, mais durablement. Le vide ne disparaît pas du jour au lendemain. Il change de nature. Il cesse de ressembler à une absence. Il commence à ressembler à une profondeur. Les décisions ne deviennent pas plus faciles. Elles deviennent plus vraies. Vous commencez à sentir que vos choix vous appartiennent. Que votre direction n'est pas seulement logique, mais cohérente. La sensation de vivre à côté de vous-même commence à diminuer. Non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que vous êtes enfin dans la bonne conversation. Vos rêves ne sont pas du bruit aléatoire, ils sont une honnêteté sans performance. Votre intuition n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence antérieure à votre éducation. Vos symptômes ne sont pas des défauts isolés. Ce sont des messages d'une part de vous qui a refusé d'être totalement réduite au silence. L'inconscient a été patient. Il a envoyé les mêmes lettres par différents canaux pendant des années. La question finale n'est pas de savoir s'il parle. Il parle. La question est de savoir si vous êtes prêt à cesser de prétendre que vous n'entendez pas. Car lorsque vous commencez à écouter, quelque chose devient irréversible. La vie ne devient pas simple, mais elle commence à faire sens. Et lorsque la vie fait sens, même la souffrance trouve un contexte. Et lorsqu'il y a un contexte, il y a une direction. Et lorsqu'il y a une direction, il y a une cohérence. Et la cohérence est ce que vous cherchiez réellement depuis le début.